Miaou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo querelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de mes cinéastes préférés, John Carpenter. Dans un top 10, je vais essayer l'impossible, classer les œuvres du cinéaste américain. Alors évidemment, il a fait 18 longs métrages, 19 si on compte le téléfilm qui raconte la vie d'Elvis. Je n'en ai choisi que 10 et si j'ai oublié un de vos favoris, dites-le moi dans les commentaires, on en parlera, on s'expliquera. Après tout, un top, c'est suggestif et je suis sûr que mes collègues Samir et Ed Wood auraient bien des choses à dire sur mon classement. Et puis un top 10, c'est réducteur, mais dans les mois qui viennent, je vous ferai des vidéos individuellement sur les films de John Carpenter pour qu'on puisse rentrer plus dans les détails de ce qui fait la moelle de son talent et tout ce qu'on aime chez ce réalisateur extraordinaire. C'est parti pour le top 10. En 10e position, j'ai placé Vampire. Alors, les vampires chez John Carpenter, ça n'est pas le château perdu dans une montagne d'un pays de l'Est, mais c'est dans le désert du sud-ouest des États-Unis. C'est des gars en cuir qui ont des looks de bikers, des gros durs, qui vont aller castagner du vampire pour le compte du Vatican, certes, mais un petit peu à l'américaine, on va dire. Les problèmes vont commencer par la troupe de chasseurs de vampires menée par James Woods quand ils vont faire la rencontre d'un vampire ancien, plus malin, plus fort, plus puissant, qui va leur créer de énormes problèmes. Alors évidemment, ce film, il est un petit peu à part dans les films de vampires, il est même aussi un petit peu à part dans les films de John Carpenter, même si on retrouve des thèmes de prédilection, puisque sans avoir jamais réalisé de western, il a toujours eu une teinte de western dans ses films pour l'ambiance, pour les personnages, des archétypes forts que l'on retrouve ici et dans tous ces films, je vais vous en parler à chaque film. En 9e position, on retrouve un remake. John Carpenter en a fait plusieurs pendant sa carrière. Il s'agit là du Village des damnés. On est dans une ville perdue du centre des États-Unis. Un phénomène étrange fait perdre connaissance à toute la ville pendant un barbecue organisé pour un événement local. À leur réveil, de nombreuses femmes sont enceintes alors que ce n'était pas prévu et 9 mois après arrivent des enfants, tous aux cheveux blancs, au regard inquiétant et qui fonctionnent entre eux comme s'ils étaient liés par la pensée. Le Village des damnés, c'est un de ces films inquiétants où il associe dans son film une vision très naturaliste d'une petite ville perdue dans les États-Unis et la vision effrayante de ce phénomène tout à fait surnaturel qui va amener évidemment des conséquences plus loin dans le film mais qui sont extrêmement frappantes. Ceci avec le paradoxe d'avoir de l'affection pour un enfant qui est arrivé un petit peu comme par magie et qui inquiète avec ses petits camarades. On a un sentiment de malaise dans ce film et c'est ce que souvent John Carpenter réussit à créer, c'est-à-dire de mettre le spectateur dans des conditions de déséquilibre pour qu'il y ait une tension sans qu'il y ait forcément des explosions, des coups de feu ou des arrachages de tête. On est vraiment dans l'inquiétude et le sentiment d'insécurité, c'est formidable. En 8e position, New York 1997 ou Escape from New York. Alors j'entends dans les commentaires d'ici les hurlements de certains qui ne peuvent pas comprendre que ce film ne soit qu'en 8e position. Alors je vais assumer mon choix et je vous dirais que si j'avais fait mon top dans 6 mois ou il y a 2 ans, peut-être qu'il se serait retrouvé plus haut dans le classement, mais quand j'ai réfléchi à cette vidéo, c'est là que je l'ai mis, mais il faut voir qu'après, il y a du lourd. New York 1997, c'est un futur dystopique
où la guerre menace, gronde dans le monde entier. On est dans une époque où on pensait à l'Holocauste nucléaire. Le président des États-Unis sur Air Force One est attaqué par des terroristes, s'évade dans une capsule. Simplement, il passait alors au-dessus de Manhattan, devenue une prison géante à ciel ouvert sans gardien, et se retrouve perdu au milieu des pires criminels que compte l'Amérique. Les officiers en charge de la prison de Manhattan sélectionnent Snake Plissken pour aller secourir le président. C'est un ancien soldat des forces spéciales, devenu lui-même hors la loi et qui devait être transféré dans la prison. Personne ne pouvant aller dans la prison sauver le président, on choisit de proposer une grâce à Snake Plissken. Alors Snake Plissken, c'est un personnage emblématique, c'est vraiment un monument du cinéma, un de ces personnages. Vous avez Wyatt Earp, vous avez Conan, vous avez Snake Plissken, il y en a quelques autres, et il est incarné par Kurt Russell, qui à l'époque n'est pas une gigastar, mais deviendra le partenaire de John Carpenter pour plusieurs films, avec des réussites vraiment étonnantes. On est dans un film d'action, mais c'est surtout la dystopie et les différents personnages qui l'intègrent qui sont passionnants. On retrouve Isaac Hayes qui joue le duc de New York. On retrouve Harry Dean Stanton, l'espèce de cerveau des criminels qui ne doit sa survie que à l'intelligence dont il fait preuve pour apporter au duc un certain nombre de ressources et de possibilités. Et ainsi, la galerie de personnages s'étend. On traverse dans ce film un New York dévasté, habité par des personnages totalement aliénés par leurs conditions, en étant en survie totale, en autonomie, sans avoir aucune ressource de l'extérieur. C'est un film fascinant et qui se regarde aujourd'hui comme il se regardait lorsqu'il est sorti. En 7e position, on retrouve Kurt Russell qui collabore avec John Carpenter. Cette fois-ci, c'est dans un style totalement différent puisque le film c'est Big Trouble in Little China, qui a été traduit en français Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Kurt Russell interprète un beauf magnifique, un chauffeur poids lourd comme on en voit aux États-Unis avec leurs gros camions qui traversent tout le pays d'est en ouest et qui fait des livraisons notamment à Chinatown, où il s'est fait quelques amis à force de leur piquer de l'argent en jouant aux cartes ou en faisant des paris idiots. Et là, il va rentrer dans une intrigue incroyable avec de la magie, des arts martiaux, un vieux sorcier, des monstres et évidemment des demoiselles en détresse avec son compagnon. Mais ce qui est vraiment impressionnant dans ce film, et je préfère que vous le découvriez, mais c'est que le héros du film, Jack Burton, avec son débardeur avec un dessin rose dessus et ses gros bras musclés, n'est pas forcément le héros qu'on croit. Et si on regarde attentivement le film, on va se rendre compte qu'il n'est pas forcément l'auteur des prouesses de courage les plus importantes. Mais il est là, c'est un bonhomme qui revendique sa testostérone, il veut de l'action et il en aura un peu. En 6e position, un film qui a été tellement plagié, copié, repris par extrait, totalement, formellement, qu'il en est devenu presque banal pour certains qui le découvriraient aujourd'hui, tout en ayant vu une galerie de films de slasher, puisque c'est ainsi qu'on les appelle. Halloween, c'est l'archétype avec Mike Myers et son masque du slasher. Et là-dedans, avec un budget limité mais des excellents comédiens et des choix de mise en scène novateurs, il va réussir à créer des suspens, des jumpscares aussi, mais toujours avec une ambiance extraordinaire. À ce jour, je suis incapable de regarder Halloween sans avoir des frissons et sursauter. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai vu de nombreuses fois. Christine est une adaptation d'un roman de Stephen King. Dans ce film, l'un des personnages principaux, si ce n'est le personnage principal, c'est une voiture. C'est une voiture rouge d'un modèle ancien de l'époque où on faisait des voitures pour qu'elles soient jolies, juste pas pour qu'elles roulent vite et bien et qu'elles soient à peu près sécurisantes. Il y a un jeune garçon qui est un petit peu le mec qui se fait remonter le slip dans la cour du lycée, va faire l'acquisition de Christine, la voiture rouge, il va s'en trouver totalement transformé. En retapant cette voiture, il
tombe amoureux finalement d'elle et change. Et le petit garçon timide, renfermé, les épaules basses, le nez dans le vent, qui ne savait pas très bien s'exprimer avec les autres, qui n'avait pas beaucoup d'amis, va devenir un garçon extrêmement sûr de lui, viril, séduisant l'une des plus belles filles du lycée. Malheureusement, ça va se compliquer comme toujours dans les livres de Stephen King et en l'occurrence dans le cinéma de John Carpenter. Et la voiture n'est pas simplement une voiture, elle est douée d'une raison, et ça de toute façon on l'a compris dès la fin du générique, dévoile rien, et c'est une intrigue qui est vraiment bien montée, des effets spéciaux pratiques assez incroyables. De temps en temps on se dit tiens, j'ai deviné comment c'était fait, mais la plupart du temps l'illusion est totale. Alors quand on voit la voiture qui se transforme plus ou moins, je peux vous dire que ça met Transformers à l'amende. Transformers tout en numérique, on n'y croit pas une seconde, c'est juste ah ouais ok. Alors que là, vous allez voir un véhicule prendre vie comme vous ne l'avez jamais vu ailleurs. En quatrième position, j'ai mis Assault on Precinct 13, donc Assaut sur le Central 13, qui est un thème classique du commissariat assiégé, mais dont les thématiques ont été revues, donc on n'est pas exactement dans Rio Bravo, mais on est dans quelque chose qui ressemble, et c'est un film qui a inspiré plusieurs remakes ou remakes inavoués. Je pense notamment au film Assaut sur le Central 13 de Jean-François Richet, qui malheureusement a vieilli beaucoup plus vite que l'original. Je pense que Richet voulait en faire sa porte d'entrée sur le cinéma américain et que ça n'a pas forcément porté les fruits. Mais après, ce sont des conjectures, et d'ailleurs, s'il veut nous dire le contraire, je suis ravi de lui parler. C'est un des cinéastes que j'admire le plus en France. Mais je m'égare, il y a un autre remake de Assaut sur le Central 13 qui est Nid Gap du français Florian Imédio-Siri, qui est un petit bijou, une belle réussite, qui n'a pas certaines qualités de Carpenter, mais qui peut les avoir, mais qui a vraiment de main de maître repris. Et pour moi, ne serait-ce qu'une scène qui est un bijou dans ce remake, c'est la scène où les cambrioleurs, on va dire, partent en mission et sifflent la chanson de Rio Bravo. C'est superbe. Mais revenons sur le film de John Carpenter. Suite à un accident du trafic, on amène un prisonnier dans un petit commissariat sous-équipé momentanément pour que l'on vienne le rechercher. Évidemment, les éléments ne sont pas d'accord, la situation ne permet pas que le prisonnier soit déplacé rapidement et les policiers dans le commissariat vont devoir faire face à l'assaut de bandits qui veulent reprendre le prisonnier qui est leur chef. Et ça donne lieu à une série d'affrontements de sièges. L'ambiance est très tendue. Et on va voir des amitiés se créer. Et alors là, pour moi, c'est l'un des meilleurs exemples au cinéma du personnage qui est le criminel dans sa prison, dans sa cellule, qui va devenir le héros avec les héros. Alors ça y est, on arrive dans le top 3. Et en troisième position, j'ai mis Prince of Darkness, le prince des ténèbres. On est au sein d'une communauté d'étudiants et de professeurs de sciences qui sont convoqués pour analyser un phénomène étrange découvert dans le sous-sol d'une vieille église. Et ce phénomène, on le voit, il est effectivement extrêmement mystérieux. Les gouttes d'eau tombent au plafond, c'est-à-dire qu'elles partent d'un objet pour aller au plafond. Il y a une espèce de cuve avec un liquide vert tournoyant extrêmement inquiétant. Lors d'un huis clos, les étudiants qui travaillent avec leurs appareils de mesure électronique pour essayer de comprendre le phénomène qui a lieu à cet endroit-là, c'est un nouveau siège chez Carpenter. L'église va être entourée par des espèces de fous hypnotisés qui attendent un événement qui doit se produire dans l'église. Les différents protagonistes sont pris de visions qui les font deviner un être horrifique sortir de l'église quelque part dans le futur. Et au fur et à mesure, on comprend qu'il se trame quelque chose de terrible, et les quelques personnes qui sont là, qui ne sont pas des soldats, pas des policiers, qui sont des jeunes, des étudiants ou des professeurs, qui vont devoir jouer leur vie, et surtout la survie de l'humanité. L'ambiance de ce film est vraiment glauque. Je suis assez bon public de ce côté-là pour les films d'horreur, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de bienveillance pour croire à ce qu'on me propose. Mais là,
Prince of Darkness, je flippe sur mon siège, je suis crispé parce qu'il y a une ambiance surréaliste et c'est lié à la fois évidemment au scénario, mais véritablement à la mise en scène de Carpenter, qui est toujours un petit peu à contretemps, qui va on s'attend à quelque chose, c'est quelque chose d'autre qui se produit. Les choses ne se passent pas de la façon dont naturellement on l'écrirait devant l'écran, et le résultat, c'est qu'on s'attend à tout, et vous le savez, l'instrument le plus puissant pour créer des émotions, c'est l'imagination, et il réussit à créer des films dans lesquels on peut tout de même utiliser son imagination au-delà de ce qu'il nous montre à l'écran. Ce n'est pas le seul, mais à titre personnel, je trouve que c'est l'un de ceux qui le fait le mieux. En deuxième position, j'ai placé They Live. Le titre français est totalement crétin, ça s'appelle Invasion Los Angeles, donc n'y prêtez aucune attention, ça n'a rien à voir avec le film. Mais évidemment, c'est un film un petit peu spécial et je pense qu'il a été assez mal reçu à la fois par le public et la critique à sa sortie. Et pourtant, c'est un chef-d'œuvre. C'est l'histoire de John Nada, un vagabond qui voyage en passager clandestin sur les longs trains de marchandises qu'il y a aux États-Unis, qui arrive certes à Los Angeles et qui cherche un emploi, se retrouve dans la construction. Il découvre des lunettes qui lui font voir le monde totalement différemment. Je ne dévoile pas tout, mais il découvre que les 4x3 n'affichent pas forcément ce que l'on voit dessus. Il découvre un certain nombre de personnes qui ont des visages absolument horribles et qui semblent agir bizarrement. Et en fait, l'univers de John Nada va véritablement se transformer. Ses lunettes lui ont ouvert les yeux et il va rentrer dans un combat de résistance face à une force extérieure qui tente de manipuler la population. Je ne veux pas vous en dire plus, mais c'est un film vraiment particulier. Alors l'interprète, c'est Roddy Piper, un espèce de culturiste catcheur qui a sacrifié sa carrière dans le catch américain, qui est pourtant fort lucratif pour ceux qui en font partie, en décidant d'accepter, sur la base du scénario et de John Carpenter, de participer à ce film, parce qu'il lui permettait de réaliser quelque chose de grand dans son existence. Il avait conscience peut-être des limites du catch d'un point de vue artistique. Après, je ne juge pas, il y a des gens qui adorent le catch, ça ne me parle pas. Toujours est-il que dans ce film, il y a une scène de combat à main nue qui est l'une des plus incroyables de l'histoire du cinéma, qui doit faire quasiment une bobine complète. On se parle de 15 minutes à peu près. On est au sommet de l'art de John Carpenter et surtout de son regard critique sur la société. Et je pense que plutôt que de tomber dans des théories du complot, on peut regarder ce film aussi pour avoir un regard critique sur la façon dont on vit, consomme, se comporte en société et aussi ce qu'on fait de sa vie. Donc c'est vraiment un film, à mon avis, très intéressant pour se former une personnalité, aussi s'éclater. C'est un spectacle qui n'est pas mainstream, ce n'est pas un blockbuster, mais c'est un vrai bon film de science-fiction. Alors nous y voilà, nous sommes en première place de ce top, et j'ai envie de dire évidemment, placé The Thing en tête de ce classement. C'est un remake d'un film de Howard Hawks, si je dis pas de conneries. John Carpenter, avec The Thing, atteint tous les paroxysmes. Les paroxysmes des effets spéciaux pratiques, avec toutes sortes de matériaux utilisés, de ruses optiques, de trucage chimique. Alors pourquoi The Thing mérite cette place de premier film dans mon top de John Carpenter? Esthétiquement, c'est magnifique, c'est un chef-d'œuvre incroyable. La musique de Ennio Morricone, les effets spéciaux pratiques qui accompagnent parfaitement le récit, mais surtout la construction du suspense, où on a toujours un temps de retard sur ce qui se passe, et on n'a jamais, surtout ce qui arrive souvent dans ce genre de film, le petit temps d'avance sur les protagonistes, ce qui fait qu'on est vraiment au cœur de l'action, de cette horreur qui se produit, puisque The Thing, c'est la chose qui est venue de l'autre monde,
et qui essayent de remplacer en les copiant génétiquement les uns après les autres ces personnes basées dans le Grand Nord. Ou en tout cas dans le Grand Froid, parce que je me souviens plus si c'est au sud ou au nord, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est que dehors il fait moins 40 et qu'à l'intérieur, chacun peut être l'une de ces créatures ou une partie de la créature. Tout reste mystérieux, on n'a pas d'explication. Et on a un déroulement qui est absolument impitoyable avec des scènes d'horreur qu'on n'avait jamais vues à l'époque, mais je vous garantis que vous ne les avez pas forcément encore vues si vous n'avez pas vu ce film. Une atmosphère incroyable, un récit haletant. Quand ça se termine, ça n'est pas terminé. Et il y a des gens qui sont obsédés depuis qu'ils ont vu The Thing à imaginer mais qu'est-ce qui se passe après le générique. Ce qui est important, c'est que justement, encore une fois, c'est l'imagination qui est au pouvoir avec John Carpenter et il nous permet d'en utiliser un maximum en regardant The Thing, un film que je recommande à toutes et à tous. Les films de John Carpenter, c'est la sueur, la violence des rapports humains, la crasse qui sont imprimés sur sa pellicule. Un tempo dans la mise en scène toujours avec un léger contretemps, une part d'imprévisible. Des choix risqués qui dans les mains d'un autre cinéaste foireraient complètement. Et oui, parfois, des approximations et des défauts témoins d'une naïveté, d'une sincérité pareille à nulle autre. John Carpenter, c'est un cinéma de genre qui ne s'encombre pas du bagage de ses collègues, qui invente des figures 1000 fois copiées par la suite, des archétypes qui envoient du steak. Le fantastique qui flirte parfois avec l'horreur, mais aussi la science-fiction. Big John, c'est aussi un cinéaste qui marche seul, pas loin des carcans d'Hollywood, mais résolument libre, quitte à rater des opportunités, passer sur des projets de blockbuster qui rêvaient de son savoir-faire pour devenir éternel. Toujours sur le fil du rasoir, entre les budgets incapacitants et l'opulence aliénante, un grand, trop fier pour user les genoux de ses pantalons pour caler une vedette ou pour prendre un raccourci avec de l'argent pour des images plus spectaculaires. Pour réussir, il s'appuie sur des talents cachés, sa créativité et une rage viscérale de secouer le spectateur. Carpenter, ce sont aussi des histoires simples, qui se magnifient au travers de multiples personnages solidement campés et d'univers chaque fois proprement établis. Des coups de pinceau rageurs mais précis, rigoureux dans leur cohérence. John Carpenter est un cinéaste majeur, sous-estimé par l'intelligentsia pour avoir choisi de s'exprimer dans des genres déclassés. Le temps fera son œuvre. Les grands auteurs de western, autrefois un sous-genre nord-américain ou italien de fait, n'ont-ils pas été finalement reconnus comme les génies qu'ils étaient? Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Mettez la cloche pour recevoir les annonces. Mettez un pouce bleu pour nous faire remonter dans l'algorithme de malheur de YouTube. Et puis surtout, mettez-nous des commentaires. Vos questions, on y répondra. Vos suggestions, on les prendra en compte. Pour l'instant, on arrive encore à lire tous les commentaires et à répondre à l'essentiel d'entre eux. Profitez-en. Plus tard, je pense que ce ne sera pas la même chose. Aussi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo querelle avec Samir, Ed Wood ou TN moi-même. Je vous remercie et en attendant, que la force soit avec vous.